Bonjour. Alors, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur le transfert de ferme. Je m'appelle Sophie Lisotte, je suis agronome au MAPAC, je suis conseillère en gestion et en relève agricole et je vais être l'animatrice de la rencontre. Alors, comme l'âge moyen des gestionnaires d'entreprises agricoles au Québec est de 54 ans, il y a de nombreuses entreprises qui vont être transférées ou vendues dans les prochaines années. Les cédants et la relève doivent s'informer et se préparer d'avance pour cette période de transition afin d'assurer la continuité de leurs entreprises. Alors, au programme, nous allons tout d'abord regarder les aides financières offertes par l'entremise des réseaux Agri-Conseil. Nous allons ensuite discuter des éléments à considérer lors d'un transfert de ferme, soit les aspects financiers, mais aussi les aspects humains. Cela va vous être présenté par des agroéconomistes du milieu. Et en terminant, nous allons traiter des aspects généraux reliés à la fiscalité entourant le transfert de ferme. Et cela va vous être présenté par un fiscaliste. Alors, prenez note que le webinaire porte sur des informations générales. C'est pour vous transmettre des connaissances de base. Mais comme chaque cas est unique, chaque cas doit être discuté directement avec des professionnels. Alors, pour débuter, je vais céder la parole à Mme Louisette Rougeau. Mme Rougeau est agronome et elle est directrice du réseau Agri-Conseil Laurentides depuis maintenant 12 ans. Alors, Louisette, à toi la parole. Merci Sophie, quelle belle introduction. Oui, en fait, c'est vrai que ça fait 12 ans que je suis au réseau Agri-Conseil Laurentides, mais en fait, les réseaux existent depuis beaucoup plus longtemps que ça. En fait, depuis 2006, et il y a 13 réseaux Agri-Conseil à travers le Québec. Donc, si vous êtes là présentement, que vous venez d'une autre région que les Laurentides, sur notre site web agriconseil.qc.ca, vous allez pouvoir trouver les coordonnées du directeur du réseau de votre région et pouvoir communiquer avec cette personne. Notez qu'il n'y aura pas de questions pour cette présentation-ci. Je vais laisser à mes conférenciers, qui sont des conseillers du réseau Agri-Conseil, je vais leur laisser l'espace pour que vous puissiez leur poser des questions. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous voulez savoir par après, juste à communiquer avec moi directement ou avec le directeur de votre région. Le principe des réseaux Agri-Conseil, je vais vous montrer rapidement ça dans quelques instants, c'est de vous aider, dans le fond, à bénéficier des services de ces conseillers-là, dont ceux que vous allez voir là aujourd'hui. Donc, les réseaux Agri-Conseil, comme je vous disais, existent depuis 12 ans dans le but d'aider les agriculteurs et les petits transformateurs artisans à avoir de l'aide pour payer des conseillers spécialisés et c'est du conseil personnel. Et je vous dis tout de suite, si vous avez des questions par rapport à ma présentation, pour laisser la chance aux conférenciers de répondre à leurs questions à eux que vous allez leur adresser, eh bien, vous m'appellerez si vous avez des questions. Je le mentionne parce que des fois, ma présentation suscite des questions et c'est une petite présentation, donc vous ne saurez pas tout à partir de ça. Je le mentionnais tantôt, donc on est 13 réseaux à travers le Québec. Donc, si vous venez d'une autre région que les Laurentides, il n'y a aucun problème. Vous avez tout simplement à appeler le réseau de votre région et toutes les informations sont sur notre site web. Les subventions, qu'est-ce que c'est? Bien, dans le fond, pour nous, ça apparaît comme un rabais sur votre facture et la subvention varie entre 50 et 75 de subvention. Les conseillers ne vendent que leurs conseils. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vous vendre d'équipement ou ils ne peuvent pas vous construire une serre là, pour les conseillers en sériculture. C'est vraiment les conseils qui sont subventionnés et ils n'ont pas le droit de vendre d'autres choses. Moi, mon grand rôle, c'est de parler au téléphone puis répondre aux courriels. Je fais beaucoup de référencements, au moins une centaine par année là, de gens qui m'appellent, qui ne connaissent pas le réseau, ne savent pas qu'il y a des conseillers dans toutes sortes de choses. Donc, je les réfère à des conseillers, autant au téléphone que par courriel. Donc, n'hésitez pas à m'appeler ou à appeler le directeur du réseau de votre région. Et on couvre les déplacements de moins de 200 km. Vous avez une enveloppe maintenant spéciale dédiée aux déplacements et aussi pour les déplacements de plus de 100 km de distance entre vous et le conseiller.
Rapidement, les types de services conseils, tous les conseils en agro-environnement, les suivis, les diagnostics, le PAA en font partie pour ceux qui comprennent mon langage. Résie des élevages, tous les élevages possibles et imaginables, tous les animaux de la ferme, incluant les insectes, on a des conseillers là-dedans. Si j'en ai pas dans la région, je vais aller chercher dans une autre région. Je vais vous référer à cette personne-là. Si on a plusieurs conseillers, je vais vous donner une liste et le conseiller va pouvoir venir chez vous ou même des fois, on peut le faire à distance. Et bien sûr, en régie des cultures, toutes les cultures possibles et imaginables, incluant la culture du champignon en forêt, l'argousier, bien sûr, les fraises, les framboises, les pommes et tout ça. Et il y a des conseillers dans toutes les cultures. En gestion technico-économique et financière, je vais en parler un petit peu plus dans la diapo suivante. On subventionne les diagnostics financiers, budget, plan d'affaires, plan de démarrage pour un plan d'affaires en démarrage, un plan d'affaires pour un micro-projet que vous avez le goût de faire, par exemple en agrotourisme. Donc, ce qui peut concerner l'analyse du coût de revient, combien ça vous coûte pour produire vos produits. Donc, il y a des conseillers dans tout ça. Transformation alimentaire, c'est des experts en transformation alimentaire, autant pour vous inventer une recette que pour modifier une recette, améliorer un produit, améliorer la date de conservation, tous les équipements que ça peut prendre. On a d'ailleurs un webinaire qui s'en vient sur l'aménagement d'une cuisine passée de la maison à un local de transformation. Ça va être très intéressant. Agrotourisme, c'est des conseillers là-dedans, comment attirer les gens chez vous, les installations, l'aménagement d'une boutique, l'aménagement d'un kiosque au marché public et commercialisation, outils de communication, autant pour rentrer chez IGA, rentrer chez Avril, je vous donne des exemples, que pour vendre un kiosque justement à la ferme, ou vendre à des restaurants. Il y a toutes sortes de possibilités au niveau de la mise en marché. Et les outils de communication qui incluent des conseils pour les médias sociaux, sites web, transactionnels ou non. En transfert de ferme, qui est le sujet aujourd'hui, nous, on le comprend en 4 étapes et c'est très défini, très normé qu'est-ce que chacune des étapes devrait comprendre. Et on a des subventions pour toutes ces étapes-là. Et à partir de l'étape 2, c'est 6 500 de subventions avec des sous-maximums selon les services. L'étape 1 est normalement un conseiller en gestion des ressources humaines. Il n'est pas obligatoire. Il peut arriver là, quelques années ou quelques mois avant si vous avez besoin là, de définir différentes choses, comment dire, régler des nœuds émotifs, des choses qui ne se disent pas. Il y a des rencontres avec la personne qui reprend l'entreprise ou des fois identifier même une personne qui reprend l'entreprise. Ensuite, conseiller en gestion agricole, vous allez en voir tout à l'heure. Julie Fauché, Marie-Pierre Proulx. Cette étape-là est obligatoire pour nos subventions et devrait arriver dans cet ordre-là. L'étape 3, comptable fiscaliste, vous allez voir tantôt mon collègue Benoît Follum, qui est à l'UPA de Saint-Eustache, qui donne ces conseils-là. Et c'est toujours en relation avec le conseiller en gestion agricole. Le conseiller en gestion agricole ou le conseiller en GRH prend sous son aile là, de vous accompagner pour toutes les étapes. Et la dernière étant le notaire. Et c'est un notaire en notariat agricole. Le comptable fiscaliste est aussi en agriculture. Si vous prenez d'autres types de conseillers, souvent, ça va coûter plus cher parce qu'ils doivent comprendre d'abord c'est quoi l'agriculture, c'est quoi les règles les règles et la réglementation, souvent en fonction de l'agriculture. Donc, c'est des expertises très fines qu'on vous propose. Et moi, je peux vous référer à ces conseillers-là. Mais dans la région, là, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est la crème de la crème. Là. Dans le fond, les référencements sont gratuits si vous avez le goût de m'appeler vers des professionnels. Et il ne faut pas oublier qu'un service conseil, c'est une relation avec le professionnel en tant que tel. Donc, rapidement, j'identifie vos besoins. Je fais un référencement vers les bons conseillers. Vous êtes libre du choix du conseiller si j'en ai plusieurs dans le même domaine. Et je vous informe sur les subventions. Mon numéro à l'écran va apparaître à la toute fin de la présentation. Donc, vous n'avez pas besoin de le prendre en note tout de suite. Sur ce, je vous souhaite une bonne présentation pour les autres conférences. Merci, Louisette. Donc, on retient qu'il y a des aides financières pour les différentes étapes du transfert. Alors, notre prochaine conférencière, Madame Julie Fauché, est agroéconomiste. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Merci, Sophie.
Donc, bonjour à tous. Je me présente Julie Fauché, je suis conseillère en gestion agronome. Je travaille au groupe Conseil agricole Outaouais-Laurentides depuis 2022. J'ai gradué en agroéconomie à l'Université Laval en 1997 et depuis, j'ai occupé différents emplois, dont j'ai été comme conseillère en gestion pendant plus d'une dizaine d'années. Donc, je vais laisser le soin à mes collègues de se présenter eux-mêmes. Bonjour tout le monde, donc Marie-Pierre Proulx. Je viens d'une ferme laitière à l'Essèdre, en Montérégie. J'ai gradué du McDonald College, donc le FMT en 2016. J'ai fait mon bac en agronomie en production animale à l'Université Laval. J'ai gradué en 2020 et depuis, je travaille avec les groupes conseils, donc conjointement entre le groupe conseil agricole Outaouais-Laurentides et le groupement de gestion agricole de l'Ontario. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Luc Gagné, je suis conseiller en gestion au groupement de gestion agricole de l'Ontario depuis déjà 1995. Moi aussi, comme Marie-Pierre, j'ai grandi sur une ferme laitière dans la région de Lotbinière et je travaille principalement avec des fermes laitières et grandes cultures, mais aussi fermes volailles, œufs de consommation et autres productions. Merci beaucoup, Luc. Bonjour tout le monde. Benoît Follum, comptable fiscaliste depuis 2002 au SCF Conseil Outaouais-Laurentides. Les SCF Conseil se retrouvent pas mal dans toutes les régions administratives. C'est rattaché avec l'UPA, entre autres, pour les services en comptabilité et en fiscalité spécialisés en agriculture. Merci à vous. On va pouvoir commencer la présentation. Donc, nous voilà. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir ce midi en très grand nombre. On a 74 participants, c'est au-delà de nos espérances. Alors, on est très, très heureux de vous accueillir en si grand nombre. Donc, ce midi, on va vous présenter la démarche de transfert de ferme puis l'accompagnement qui vous est offert. La présentation s'appelle « Bâtir son plan de transfert, un engagement mutuel ». Le conseiller en gestion ou le conseiller porteur de dossier s'engage à vous accompagner, mais vous aussi, vous vous engagez à vous investir dans votre plan de transfert pour qu'en prenant le temps d'en discuter, de bien le planifier, vous en soyez, ultimement, pleinement satisfait. Donc, la présentation, ça va se dérouler comme suit. Moi, je vais vous présenter un petit peu ce qui se passe avant même de commencer les étapes du transfert. Puis après, on va vous présenter, mes collègues et moi, les 3 phases du transfert. Donc, la première phase, je vais vous présenter la phase d'intégration. Marie-Pierre va suivre avec la période de co-gestion. Ensuite, Luc va terminer avec la 3e phase, qui est la phase du transfert. Et Benoît va conclure en parlant de fiscalité concernant le transfert. Donc, le préambule, si on veut, c'est un petit peu les premiers pas. C'est avant même de concrètement commencer son transfert, on vous recommande l'accompagnement par une ressource spécialisée en relations humaines. Il est fortement recommandé dès le tout début de votre réflexion. Pourquoi une ressource en relations humaines? C'est pour vous aider et nous aider à ouvrir le dialogue. Des fois, les gens nous disent qu'ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils sont capables de se parler. C'est un très bon début de se parler, mais il faut distinguer de parler des 1000 choses du quotidien et communiquer. C'est pas la même chose. Avec un ou une conseiller en relations humaines, on va discuter des priorités, de nos objectifs, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Ensuite, il faut avoir le souhait, pour entamer un processus de transfert, il faut avoir le souhait de la continuité de la ferme à tout prix. Il faut avoir un réel désir de céder. Ça veut aussi dire accepter que la ferme soit peut-être, fort probablement, transférée à un prix moindre que la valeur marchande. Vous savez, avec le prix des terres qu'on connaît actuellement, c'est pas mal le cas. Donc, on doit aussi identifier là où les relèves, que ce soit fille ou garçon, que ce soit une relève apparentée ou non, donc un membre de la famille ou quelqu'un de l'extérieur. Puis il faut aussi, c'est important, considérer les aptitudes des candidats qu'on identifie comme relève.
Il faut aussi connaître les besoins et les objectifs des membres de l'équipe, tant du côté des parents que du côté de la relève. Là, ici, on parle, entre autres, des besoins personnels et financiers, entre autres, des cédants, donc l'argent qu'ils vont avoir besoin, puis aussi les questions de logement, s'il y a une maison à la ferme. Puis on parle aussi des besoins professionnels de l'entreprise, donc pour assurer la continuité de l'entreprise. Il faut réfléchir à cette étape-là au scénario qu'on envisage face au transfert. Il faut discuter de comment on veut que le transfert se passe, puis quand on veut que ça se passe. Le quand, ça veut aussi dire quel échéancier on se donne. Est-ce qu'on veut que ce soit rapide ou on veut que ce soit progressif? Il faut penser à combien d'années on veut rester sur l'entreprise avant la retraite complète. Ça, c'est la phase du cogestion qu'on va voir, un petit peu plus loin. Puis la vision du transfert, c'est comment on veut transférer l'entreprise. Comment on veut commencer à partager le pouvoir décisionnel. Puis finalement, on va pouvoir envisager des rencontres multidisciplinaires avec un conseiller en gestion pour parler de l'aspect financier. Donc, en termes de scénario de réalisation, on voit la grande tendance depuis plusieurs années, c'est que le transfert se réalise en 3 temps. Donc, la première phase, comme je le disais tout à l'heure, c'est la phase d'intégration ou la phase d'établissement de la relève. C'est souvent cette étape-là que la relève devient associée ou actionnaire. La phase de cogestion est la deuxième phase. Puis ça, c'est d'une durée variable, mais c'est une durée qui est quand même à définir dès le début. Idéalement, pendant cette période-là, on va commencer à déléguer certaines tâches et certains pouvoirs. Puis finalement, la phase du transfert comme telle, ça va être le retrait complet des cédants. Puis dans certains cas, il peut y avoir une réalisation en une seule phase du transfert. Souvent, ça va être le cas dans le cas d'une relève qui est déjà employée depuis plusieurs années sur une entreprise. Ça peut arriver qu'en faisant l'acquisition de l'entreprise, on fasse le transfert en une seule phase. Donc, on va passer à la première étape, la première phase, si on veut, c'est la phase d'intégration. Donc, les généralités un peu concernant ça, c'est que c'est à cette étape-là que des parts ou des actions vont être transférées à la relève. Puis pour ça, il faut déterminer la valeur des participations ou des actions. Si le cédant est propriétaire unique, donc c'est à cette étape-là qu'il faudra faire le choix d'une nouvelle structure juridique pour intégrer la relève. Puis généralement, l'intégration de la relève se fait avec au moins 20 des parts ou des actions. Puis souvent, le choix du pourcentage de 20 c'est motivé par les différents programmes d'aide financière qui sont offerts à la relève, Le transfert des participations, ça se veut la plupart du temps un don en faveur de la relève. Au niveau des ressources, en phase d'intégration, il va y avoir le conseiller en gestion, donc nous. À ce stade-ci, on va pouvoir émettre une opinion de la valeur marchande de l'entreprise afin d'établir la valeur nette des participations qui vont être transférées à la relève. Puis ça, cette valeur-là va être très importante pour le fiscaliste. On peut aussi faire un diagnostic de l'entreprise. Le diagnostic, ça va être vraiment de faire un portrait des ressources humaines, physiques, financières de la ferme. C'est important de savoir qui on est pour savoir où on s'en va. Puis, à cette étape-là aussi, on peut faire des budgets d'exploitation pour chiffrer l'impact financier de l'arrivée de la relève ou des projets en lien avec l'établissement de la relève. Puis, dans certains cas, le budget va servir aussi à planifier la phase de transfert si elle est prévue à court terme, comme dans un horizon de 5 ans. Dans les ressources de la phase d'intégration, il y a aussi le fiscaliste qui va vous aider dans le choix de la structure juridique, dans les considérations fiscales de la transaction, dans la préparation d'un mémoire fiscal et autres clauses à définir, comme les clauses de fidélité, les questions de testament, de mandat. Il y a aussi le notaire qui va devoir préparer des contrats de société et d'autres documents suivant les instructions du fiscaliste et qui va possiblement rédiger une ou des clauses de fidélité. Donc, en terminant, quand on choisit de transférer, ça prend de l'ouverture d'esprit de la part des parents et de la confiance.
Ça prend de l'intérêt et de la volonté de la part de la relève. Puis il faut être optimiste, puis se rappeler que c'est tout à fait possible de réussir son transfert en agriculture. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Pierre pour la phase de cogestion. Donc, bonjour à tous. Je vais continuer avec la phase de cogestion. Donc, comme le nom l'indique, c'est la phase où le cédant et la relève vont travailler ensemble. C'est là qu'on va vouloir vraiment une fluidité entre l'intégration de la relève et le transfert complet. Donc, souvent, c'est une période qui est importante au développement de l'entreprise. Elle va avoir une capitalisation et endettement plus important, des besoins de liquidité plus importants, ce qui va nous donner une marge de manœuvre un petit peu plus réduite. Au niveau des grands changements de la gestion financière, il y a la planification des investissements et le suivi des dépenses. Donc, Julie a parlé précédemment d'un budget. Donc, on va faire le suivi du budget, gérer les liquidités avec un budget de trésorerie, voir comment ça va mois après mois et l'importance de séparer les dépenses de la ferme des dépenses personnelles. Donc, souvent, il va y avoir des petites dépenses qui vont passer sur la ferme, tout ce qui est maison, auto, l'électricité, la viande et le lait qu'on va prendre souvent en retrait. Ça va être des discussions à avoir avec le cédant et la relève. Ensuite de ça, si on continue avec les généralités, c'est une période de grands changements au niveau de la gouvernance. Donc, dès le début de la période de cogestion, la relève commence à progressivement prendre la place. Donc, le cédant laisse la place tranquillement de la gestion de l'entreprise. L'organisation et la communication vont être essentielles. On va impliquer la future relève. On va déléguer la gestion technique et financière de l'exploitation. On va initier très tôt la relève à la gestion financière. Donc, par exemple, en l'invitant aux réunions qu'on fait avec les conseillers en gestion en fin d'année, lorsqu'on fait l'analyse financière de toute l'année, on veut faire circuler l'information entre le cédant et la relève, par exemple avec des réunions d'équipe, puis amener la relève à pouvoir prendre ses propres décisions. C'est une période aussi de grands questionnements. Donc, le cédant va laisser sa place, puis se retrouve avec du temps, ce qui n'était pas habitué d'avoir. On va avoir du temps à ce moment-là, donc on va se questionner, qui suis-je en dehors de l'entreprise? Quels sont mes projets de retraite? Est-ce que j'ai d'autres passions que je veux exploiter? Ça va être quoi mon rôle dans l'entreprise après le transfert? Est-ce que je vais continuer à travailler avec les animaux? Est-ce que je vais faire une partie du travail seulement? Par exemple, on peut s'orienter seulement sur les champs, laisser les animaux à la relève. Donc, ça va être tous des questionnements à se poser à ce moment-là. Le cédant va devoir aussi s'asseoir puis penser à ses besoins financiers pour la retraite. Donc, ça va être quoi son salaire qu'il va garder? Donc, ça va être tous des questionnements à avoir. Puis la relève aussi aura des questionnements à se poser. Donc, plus on approche du transfert complet, plus il va avoir des responsabilités et un stress qui va accompagner ces responsabilités-là, d'où l'importance de communiquer avec le cédant. Il peut donner des guides pour voir comment que lui gérait la pression associée à l'entreprise. C'est là qu'on va voir le cédant, c'est quoi son désir, sa capacité de poursuivre seul une fois les cédants retirés. Est-ce qu'il va avoir besoin de s'entourer de sa conjointe, de sa conjointe ou son conjoint, ou est-ce qu'il va avoir des enfants impliqués aussi? Donc, est-ce que le cédant est seul ou est-ce qu'il va être accompagné de sa famille? Est-ce que la famille va le soutenir dans le projet ou reste plus en retrait? Est-ce qu'il y a une conciliation travail-famille qui va se faire ou est-ce qu'il va falloir embaucher des employés pour soutenir la relève? Donc, c'est toutes des petites choses qu'il va falloir vérifier puis se questionner comme il faut pour partir du bon pied. On veut que toutes les tâches soient faites, donc il faut une bonne répartition des tâches. C'est une période qui va être exigeante, engageante, dérangeante aussi parfois, et insécurisante parce qu'on n'est jamais trop sûr de ce qui va arriver dans le futur.
C'est pour ça que la conseillère en relations humaines est bien importante. Elle va faciliter la communication entre le cédant et la relève. Donc, pour le changement de gouvernance, lorsqu'on fait tranquillement le transfert des responsabilités et des tâches, l'organisation du travail, voir comment que tout va s'accomplir sur l'entreprise, que chacun ait sa place. On va faciliter la communication pour que chacun puisse prendre sa place aisément. La mise en place de réunions d'équipe, c'est un point qui est souvent négligé dans des transferts, mais c'est difficile de prendre vraiment le temps de faire une réunion d'équipe ensemble. Donc, la conseillère en relations humaines peut faciliter ça. Elle va aussi faciliter la gestion des ressources humaines et la gestion des conflits qui peuvent arriver parfois, même si on est une famille unie qui s'entend bien, parfois, il y a des petits accrochages sur certains points, surtout lorsqu'on parle de transfert et de vie personnelle. Parfois, il faut savoir s'imposer et prendre sa place pour que chacun puisse écouter. Donc, la conseillère en relations humaines est un outil sécurisant et rassurant dans cette démarche-là. Ensuite, si on continue au niveau des ressources, il va y avoir, nous, les conseillers en gestion. On va venir suivre le développement de l'entreprise parce qu'on veut que la période de cogestion reste un transfert fluide jusqu'au transfert final, en fait, de la relève. Donc, le conseiller en gestion va s'assurer que l'entreprise continue à se développer. Ça s'assure qu'on suit bien le plan de transfert préalablement établi. On va s'assurer d'avoir des feedbacks sur les projets souhaités, les objectifs, pour que les objectifs de chacun et les besoins de chacun soient comblés. On va suivre les prévisions financières, donc encore une fois, suivre notre budget. On va questionner l'efficacité technique de l'entreprise pour l'amener plus loin et faciliter la phase de transfert. Est-ce que l'entreprise va comme prévu? Est-ce qu'on a un bon suivi des éléments techniques? Au besoin, on peut s'entourer d'autres professionnels aussi. On peut décider de changer notre mise en marché. À ce moment-là, on va avoir des conseillers spécialisés en mise en marché de proximité. On peut aussi, de plus en plus, on va avoir des producteurs transformateurs. Donc, à ce moment-là, il y a des conseillers en transformation qui peuvent aider au projet. Donc, on veut que l'entreprise continue de croître et qu'elle soit qu'elle soit pas sur pause durant son transfert. À la relève, on veut une certaine continuité. Donc, je vais laisser Luc nous parler de la phase de transfert complet. Merci, Marie-Pierre. Vous le voyez, hein, cette partie-là est quand même relativement importante. C'est nouveau aussi, la période de cogestion. Souvent, les cédants ont pris des habitudes, travaillent entre eux. On a des jeunes qui arrivent, qui ont des idées différentes des nôtres. Moi, je vous donnerais peut-être là, quelques points importants là, à vous rappeler là, pour les cédants. Donc, les parents, n'ayez pas peur de laisser de la place à la relève. Oui, peut-être qu'ils ne feront pas exactement ce que vous feriez, mais laissez-leur de la place, laissez-les s'épanouir dans la ferme. Rappelez-vous que vous êtes passé par là, donc rappelez-vous quand vous étiez jeune et puis que vous vouliez acheter la ferme de vos parents. Je suis convaincu qu'il y avait quelques irritants. Donc, essayez là, de faire mieux que vos parents ont fait et puis soyez fiers de votre relève. Et pour la relève, ben, j'ai un message aussi. Prenez votre place, donc avec détermination, mais aussi avec du respect. N'oubliez pas que vous avez la chance d'acquérir une ferme que vos parents bâtissent. Donc, ça, c'est quand même important là, de se rappeler ça. Oui, c'est vrai, peut-être que les parents ont des habitudes que vous voulez changer. Ben, c'est là toute l'importance de la communication. Marie-Pierre l'a dit tout à l'heure. Durant cette période-là, il y a des ajustements à faire. Il y a beaucoup de communication à faire. Puis pour les parents, les cédants, c'est important de transférer le savoir et le pouvoir. Donc, ça, c'est vraiment des points là, qui sont très importants. Je crois que c'est Julie qui l'a mentionné tout à l'heure.
La période de cogestion peut avoir des durées différentes. J'ai vu des cas, ça a duré 2 ans. J'ai d'autres cas que ça fait 20 ans qu'on est en cogestion et puis ça va très bien comme ça. Donc, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps qui est bon. Ça dépend, je vous dirais, de chacune des fermes. Ce qui est important, je vous dirais, c'est bien de le communiquer, de bien le mettre sur le papier. Quelle est la perspective de la cogestion pour les parents? Donc, dans combien de temps qu'ils souhaitent passer à la dernière étape du transfert de la ferme. Ça se peut que ça change entre-temps. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit à la phase 1, ben, on va faire une cogestion qui va durer 10 ans. Ça se peut que le 10 ans arrive plus vite qu'on pense. Dans d'autres cas, ça se peut qu'après 5 ans, ça va changer. Vous allez évoluer, donc c'est normal. Vous passez dans ce... vous êtes ensemble à prendre de cette cogestion-là. Donc, ça se peut que les plans changent. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut réadapter notre plan en conséquence. Donc, ceci dit, lorsqu'on arrive à la phase finale du transfert, donc c'est là où est-ce que la totalité des participations, des actions du cédant vont être transférées à la relève. Donc, c'est là où est-ce que la relève devient 100% propriétaire ou actionnaire de son entreprise. Donc, durant la période de cogestion, il y a eu des valeurs qui ont été prises. Donc, évidemment, on va réévaluer la valeur de notre entreprise, donc pour mettre une valeur marchande aux actions. Évidemment, durant la cogestion, si les jeunes ont reçu 20% ou 30%, évidemment, ils ont droit à cette plus-value-là. Et par la suite, eh bien, on va déterminer le prix de vente aussi. Donc, évidemment, la valeur des actions et le prix de vente est souvent différent. On est dans un contexte agricole, je crois que c'est Julie qui l'a dit, avec le prix des terres qui est très élevé. On a des valeurs souvent beaucoup plus élevées que la rentabilité de l'entreprise. Donc, ça devient important là, pour les cédants de faire un certain don à la relève. Donc, qui va être encadré par une clause de fidélité. Là, je vais revenir tout à l'heure à ce niveau-là. Quand vient le temps de mettre un prix de vente, évidemment, on va valider si la ferme est capable de payer ce montant-là, donc la capacité de payer, donc c'est la capacité de remboursement. Donc, le revenu moins les dépenses, moins les masses salariales, ce qui reste pour payer la dette et l'achat des actions des parents, ça devient très important là, quand même que ce soit positif. Donc, si ce n'est pas positif, évidemment, on a du travail à faire. Donc, soit d'allonger la période de prêt de l'entreprise ou de revoir avec les parents là, une façon différente là, d'être payé pour les ventes de vos actions. Donc, une fois que ce prix de vente-là est déterminé, bon, évidemment, le travail n'est pas complété. Bon, modalité de paiement, certains parents vont dire, ben nous, on n'a pas de maison, ça nous prend une maison, donc on a besoin d'un montant dans les médias. Donc, c'est là qu'avec nos institutions financières, on va travailler sur un emprunt pour le rachat d'un certain montant de part aux parents. Sinon, par la suite, les parents peuvent, je vous dirais, la plupart des cas, là, les parents sont vendeurs-prêteurs. Ça veut dire que la ferme paye une rente aux parents d'une durée là, qui peut s'échelonner. J'ai vu des durées de 10 ans, j'ai vu des durées allant jusqu'à 30 ans. Donc, évidemment, on veut protéger les cédants. On veut aussi protéger la relève. Donc, c'est là que les conventions clauses de fidélité prennent leur sens. Tout à l'heure, je vous disais que pour les parents, il y a une notion de don qui devient importante. Évidemment, pour protéger les parents, on va créer une clause de fidélité par rapport à ce don-là. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est nous, les parents, on fait un don à toi, la relève. Évidemment, on met comme condition que tu continues à travailler sur l'entreprise, que tu vas faire, que tu vas rester sur l'entreprise et que tu ne la vendras pas.
Donc, si jamais tu vends l'entreprise dans un délai plus court que ce qui était prévu, ben voilà ce que seront les clauses de fidélité. Donc, tu nous redonneras un montant supplémentaire au prix de vente qu'on t'a fait. Donc, je le résume vraiment très, très, très simplement. Je vous dirais que la convention et la clause de fidélité là, pourraient être le sujet d'un webinaire complet. La convention, ce que c'est, les gens ont tendance des fois à dire « Ah, ben moi, j'ai un testament, je n'ai pas besoin de convention. » La convention est importante parce que ça dicte un petit peu les règles du jeu. Donc, vous savez, on achète un jeu de société, il y a tout le temps des règles qui viennent avec. Donc, dans notre cas, au niveau de l'achat de la ferme, ben, on va mettre certaines règles. Donc, il arrive quoi en cas de mortalité des cédants, si on n'a pas terminé de les payer? Il arrive quoi dans le cas de mortalité de la relève, donc les nouveaux propriétaires d'entreprise? Il arrive quoi s'ils décèdent? Il arrive quoi s'il y a une incapacité long terme? Il arrive quoi s'il y a une séparation du couple? Il arrive quoi si un des actionnaires, advenant qu'il y avait 2, 3 ou 4 relèves, si un des actionnaires voulait quitter, il arrive quoi? Donc, ça devient très, très important de préparer cette convention-là dans un but, évidemment, de protéger les cédants, de protéger la relève, mais surtout d'assurer la continuité de l'entreprise. La maison des parents, je l'ai parlé tout à l'heure. Donc, évidemment, si durant la période de cogestion, les parents ont eu la chance de se reloger dans une nouvelle maison, on prend pour acquis que probablement qu'il y a eu déjà un prêt qui a été fait à ce niveau-là. Si ce n'est pas le cas, bien, évidemment, ça implique aussi des sorties d'argent substantielles où est-ce que les institutions financières là, devront être interpellées pour créer des nouveaux emplois. Quand on est dans une période de cogestion avec les parents, la relève, il peut y arriver qu'au moment du transfert complet, que les jeunes, la relève, disent « ben moi, ma conjointe est intéressée, mon conjoint aimerait ça venir dans l'entreprise. » Donc, c'est le temps aussi d'en discuter. Il y a des règles fiscales qui sont intéressantes aussi pour les conjoints et conjointes par rapport là, à la notion de don. Alors, ça devient important d'en parler aussi. Ça ne veut pas dire que ça doit être fait dans l'immédiat, mais au moins d'amener ces points-là et de les traiter avec les cédants qui vont terminer là, leur période de cogestion. Bon, donc convention et testament, ça ne veut pas dire que parce qu'on a une convention, on dit « Ah, ben d'abord, je n'ai plus besoin de testament. » Au contraire, on a besoin d'un testament. Le testament, évidemment, dicte les souhaits de la personne décédée. Oui, en lien avec ses biens personnels, mais aussi en lien avec les actions privilégiées ou les argents qui restent dans l'entreprise, qui restent à être payés à eux. Donc, évidemment, le testament et la convention doivent être quand même très liés. Donc, rappelez-vous qu'une convention, ce qui est écrit dans la convention, a priorité sur le testament. Donc, on ne peut pas dire dans la convention qu'au décès du parent, moi, celui qui décède, je donne toute la valeur de mon prêt s'annule, par exemple, et que dans le testament, ça disait, ben moi, la valeur de qu'est-ce qui reste à être payé va être payé à ma succession. À ce moment-là, c'est ce qui est écrit dans la convention qui a la priorité. Donc, très important là, que ces deux documents-là soient bien considérés dans la même période. Bon. Évidemment, un point là, qui est quand même très important dès le départ, équité, égalité envers les enfants. Je vais vous résumer ça avec une photo qui pour certains là, qui ont suivi beaucoup de webinaires ou de conférences, vous l'avez déjà vu. Vous voyez cette photo-là. On a trois tables, ou peu importe, là, où est-ce que nos 3 personnes regardent un match de baseball. Donc, c'est très égal. Chacun a son banc, chacun est dessus. Évidemment, vous allez voir qu'il y en a qui sont défavorisés. Donc, les plus petits, je vous dirais qu'ils vont avoir de la misère à boire. Mais c'est égal, pourtant. Donc, on va dire, ben non, c'est égal, c'est juste pour tout le monde. La notion d'équité
on est plus à ce stade-là. Donc, équité, ça se peut qu'on ait à faire un petit peu plus de dons à une personne qu'à une autre dans la famille. Okay? Est-ce que le fait que ça ne soit pas égal devient complètement inéquitable dans la famille? Je vous dirais que non. Alors, c'est important vraiment là, qu'il y ait une équité par rapport à l'entreprise. N'oublions pas que, principalement pour les fermes laitières, les jeunes qui prennent la relève, c'est du 7 jours sur 7, de plus en plus 24 heures sur 24 avec les fermes qui se robotisent. Donc, c'est certain que ça doit être pris en considération aussi. Dans la phase du transfert, évidemment, on va travailler aussi avec les ressources humaines. La phase de transfert, évidemment, étant donné que c'est le retrait des parents, c'est là que, je vous dirais, dans certains cas, le deuil se fait. Donc, les parents, vraiment, là, durant la période de cogestion, on intègre notre jeune, c'est le fun, on travaille ensemble. Lorsqu'on est rendu à la dernière phase, ben, les parents, souvent, ont l'impression de perdre le pouvoir. Il y a un deuil à faire. Donc, ce sont des points qui doivent être communiqués. Il peut y avoir des irritants. Il peut y avoir aussi des malaises qui ont été créés durant la période de cogestion. Donc, évidemment, les personnes là, en ressources humaines là, vont aider à délier ces points-là. Donc, aider là, un peu à aborder et traiter là, ces malaises-là qui peuvent être créés durant cette phase-là. Ce n'est pas fait de se faire aider. Au contraire, je vous dirais que de plus en plus, je vois des fermes qui travaillent avec des ressources spécialisées en ressources humaines. Donc, pour se faire aider à gérer les employés, à gérer les relations. On s'entend, les fermes sont grosses, donc ce n'est pas rare qu'on va avoir plus d'une relève sur l'entreprise. Donc, n'ayez pas peur de vous faire aider. Ça va assurer le succès de votre entreprise. Je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Je vous dirais que ces personnes-là, en ressources humaines, sont sous-exploitées présentement. Moi, je pense qu'on pourrait vraiment aller gagner à travailler plus avec eux. Mon rôle à moi comme conseiller en gestion, évidemment, je vais émettre mon opinion sur une valeur marchande, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour établir la valeur nette des participations. Ce n'est pas mauvais de refaire un diagnostic d'entreprise. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, en période de cogestion, nos visions vont peut-être changer. Donc, ça devient intéressant peut-être de revoir un petit peu, là, refaire un diagnostic, refaire l'inventaire de nos ressources humaines, de nos actifs, à savoir là, qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. C'est là peut-être même que la planification stratégique devient intéressante pour avoir un bon départ avec les nouveaux propriétaires. Les discussions par rapport à la capacité de payer l'entreprise, je vous dirais que c'est quand même très important. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est de mettre la ferme dans le trou. Donc, tout ce côté-là, travailler avec les institutions financières, travailler avec la relève, travailler avec les cédants, ça devient très intéressant, très important. Il faut s'assurer que la ferme puisse continuer ses activités sans augmenter ses comptes payables, sans détériorer là, sa situation financière à court terme. Donc, comme Marie-Pierre le disait, les budgets d'exploitation, évidemment, ça devient très intéressant d'en faire là, à chaque année, justement pour planifier ces expansions-là, planifier les 2-3 prochaines années, là, à savoir si notre projet tient la route. Une fois qu'on a travaillé tous ensemble, donc évidemment, on a amené des idées, on a préparé des documents. Donc, c'est là qu'on va travailler beaucoup aussi avec les partenaires de l'entreprise, les fiscalistes, les notaires, le comptable. Évidemment, pour reviser notre structure,
pour présenter aussi nos décisions, parce que c'est pas, je vous dirais, dans le monde agricole, puis dans plein d'autres endroits aussi, on a plein d'idées. Donc, même moi, comme conseiller, je vais amener plein d'idées en me disant que si mon idée ne tient pas la route du côté fiscal, j'ai un fiscaliste qui va me remettre à l'ordre. La même chose du côté légal. Donc, c'est là qu'on va amener plein d'idées. Le fiscaliste, le notaire, va être là, lui, pour s'assurer du côté légal que ça fonctionne et que le côté fiscal fonctionne. Et par la suite, on va pouvoir travailler avec eux là, pour qu'eux puissent faire leur mémoire et ainsi de suite. Donc, je vous dirais que ça complète la partie en lien avec le groupe conseil. Donc, je passe la parole à notre ami Benoît. Un gros merci, Luc. Super. Rebonjour tout le monde. Donc, un petit peu, je vais parler de c'est quoi un fiscaliste, dans le fond. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. C'est que, dans le fond, nous, on se trouve à prendre un petit peu tout ce qui a été discuté justement avec le conseiller en ressources humaines, ce qui a été discuté avec les conseillers en gestion. On prend tout ça, puis on regarde avec la loi de l'impôt, on regarde avec les règles à CPTAQ, avec les règlements des différentes fédérations qui ont chacun des règlements. On va regarder aussi avec les subventions pour être admissible, tout ça. Puis à partir de là, on va prendre tout ça, puis on va prendre un chemin légal, si on veut, pour atteindre l'ensemble des objectifs là, qui ont été discutés. Puis c'est pas rare que des fois, on est rendu à la fiscalité, mais on retourne aux ressources humaines, on retourne aux conseillers en gestion, on revient en fiscalité. Là, c'est pas... Fait que, à partir de là, pour vraiment essayer d'atteindre les objectifs là, des différents partis. Fait que je commence la présentation. Dans le fond, souvent, je suis comme la première personne qu'on va solliciter dans un transfert d'entreprise. Pourtant, moi, je rédige plus à la fin les instructions pour les juristes, là, puis tout ça, pour finaliser. Mais ça, c'est souvent dû au fait que, voici, je vais vous présenter, combien d'impôts ça va coûter? C'est la grande question. Puis je marque les parents, mais ça peut être aussi bien vendre une terre ou vendre à une personne non liée aussi, là, non apparentée. Mais la notion des impôts est très, c'est un gros questionnement là, dans un transfert d'entreprise. Moi, je vous dirais, à la base, j'ai rarement vu une transaction ou un transfert échouer à cause de l'impôt. On réussit souvent, là, quand même en fiscalité agricole, on a quand même des très beaux outils là, qui nous permettent là, si on veut, là, de minimiser les impacts. Je vais vous présenter deux grands outils qu'on a dans un transfert intergénérationnel. Vous allez entendre souvent le mot roulement. Roulement, là, OK, je vous explique pourquoi. À la base, toute transaction, prenez pour acquis, toute transaction entre personnes qui ont un lien de dépendance, moi avec ma conjointe, mes enfants, mon entreprise, etc., à la base, une transaction comme ça, avec un lien de dépendance, doit être faite à la valeur marchande. OK? Puis comme ça a été dit précédemment là, par mes collègues, c'est rare qu'on va aller chercher la valeur marchande complète. Ça peut arriver, mais habituellement, il y a une portion don dans l'entreprise, vu les valeurs qui sont tellement élevées, versus aussi là, les capacités là, justement de payer tout ça. Fait que le roulement, si on respecte les critères, il y a des critères bien importants à respecter, va permettre de faire une transaction qui n'est pas à la valeur marchande. Fait que j'ai besoin de 1,5 million, puis je vous donne des chiffres juste pour faire des images, 1,5 million, mais que j'en vaux 3, je ne suis pas obligé de payer l'impôt sur 3 nécessairement. Je vais payer l'impôt sur le 1,5 million que je souhaite seulement. Fait que c'est un outil qui est quand même, qui permet de ne pas avoir à payer de l'impôt, tout ça. Mais on roule la facture fiscale à la prochaine génération nécessairement, qui, elle, va probablement rouler aussi. Donc, c'est un peu pour ça là, que cet outil-là existe.
L'autre outil, c'est la déduction pour gain en capital. Fait que quand on transfère certains biens agricoles, on peut faire du gain en capital. C'est important que ce soit du gain en capital. Ben, on a droit jusqu'à 1 250 000 d'exonération. OK? En agriculture, c'est élargi. Pour le commercial, pour le monsieur, madame, tout le monde, c'est des actions admissibles de petites entreprises. Tandis qu'en agriculture, on a des biens agricoles comme une terre, on pourrait avoir droit à la déduction, des participations d'une société non collective, des actions d'une compagnie agricole. Donc, on pourrait avoir droit à la déduction pour gain en capital. Fait que je vais y aller. Oups, excusez, je l'ai sauté. OK. C'est ça, je dis. Donc, à base, toutes transactions de personnes liées doivent être faites à la valeur marchande. On a les critères, on peut faire moins que la valeur marchande. Puis l'impôt va se limiter là, au montant convenu et non sur la valeur marchande globale. Roulement, transfert intergénérationnel, encore là aussi, c'est pas sur tout. Je donne une tâche, je pourrais, si je respecte les critères, je pourrais rouler à mon enfant, donc il transférer à une valeur entre le don et la valeur marchande. Donc, je peux choisir, puis je vais payer mon impôt là-dessus. Mais exemple, un parent transfère à son enfant directement un inventaire. Là, on n'est pas dans un cadre de pouvoir rouler à nos enfants. C'est vraiment là, au niveau des immobilisations qu'on peut rouler aux enfants. Donc, il faut déclarer du gain en capital pour être admissible au roulement et à la déduction. Critères pour pouvoir, au niveau de la déduction pour gain en capital. Là, à partir de là, les biens agricoles admissibles. Les biens agricoles admissibles, c'est pour ça que des fois, c'est pour ça qu'on mentionne qu'on a besoin de temps pour faire un transfert intergénérationnel. Parce que parfois, je vais rencontrer des familles ou des vendeurs qui sont pas, ils ne respectent pas les critères au niveau d'avoir droit à la déduction ou d'avoir droit au roulement. Fait qu'à partir de là, souvent, il y a une notion de 2 ans qu'on est capable de modifier la structure ou faire des changements. Que là, à partir de là, on va être capable de placer, si on veut, l'entreprise pour être en mesure de pouvoir se prévaloir de ces outils-là. Fait qu'il faut se donner du temps un petit peu pour pouvoir. Mais prenez pour acquis qu'il y a une notion d'utilisation principale dans le cadre de l'agriculture. Donc, on a une terre, c'est les superficies qui vont être importantes, donc il faut que plus la moitié de la terre soit exploitée. Et en année, il faut plus qu'elle soit. Il y a plus d'années qu'on l'a exploité que pas. Donc, il y a vraiment une notion d'utilisation principale, puis de prendre une part active dans l'entreprise. OK? Comme vendeur ou comme transférant. Fait que c'est pas mal les critères. Mais je vous donne la base. À partir de là, il y a une multitude d'exceptions, là, puis il faut vraiment étudier le dossier là, pour voir là, si vous êtes admissible. Donc, en agriculture, les biens agricoles, comme je disais, on peut rouler ou on peut utiliser la déduction pour gain en capital pour les participations dans une société non collective. La même chose pour des actions d'une société agricole familiale. Là, c'est important, c'est pas aussi. On entend beaucoup, mon premier 1 250 000, moi, il est libre d'impôt, ça ne coûte rien. Fait que, à partir de là, c'est pas sans impact. C'est bien important, là. Il y a la transaction, même s'il y a une exonération, on vient déclarer le gain dans un premier temps et on vient réclamer une déduction dans un deuxième temps. Mais le montant déclaré comme gain, il affecte les programmes sociaux, les allocations familiales. Si les parents sont rendus à la pension, on peut avoir à rembourser la pension du fédéral. Donc, à partir de là, ce n'est pas sans impact. Puis, il y a aussi une notion, là, je ne m'étirerai pas là-dessus, d'impôt minimum de remplacement. Le calcul a changé un petit peu en 2024, justement, il est un petit peu à la baisse pour plusieurs situations. Mais de l'impôt minimum, c'est que la déduction pour gain en capital, c'est un abri fiscal qu'on appelle. Fait qu'à partir de là, le gouvernement se permet de faire comme un deuxième calcul d'impôt. Puis il va dire, il n'y a pas d'impôt réel, mais tu vas me payer un impôt minimum de remplacement.
Donc, on est exonéré, on a droit à notre déduction, mais on fait quand même des chèques au niveau de l'impôt. Puis cet impôt minimum-là, on a 7 ans pour l'utiliser, qu'on appelle. Dans le fond, on ne verra jamais la couleur de cet argent-là, mais si l'an 1 de la transaction, on fait nos chèques, l'an 2, j'ai de l'impôt à payer pour un salaire, un dividende, un revenu quelconque, bien, à ce moment-là, le gouvernement va dire, parfait, je vais le prendre dans ton impôt minimum que tu m'as payé l'année de la transaction. Fait qu'il faut s'assurer que, suivant la vente, on ait des revenus imposables pour pouvoir utiliser ces montants-là. Tout ce que je vous compte là, au niveau des roulements et de la déduction pour le gain en capital, se fait, parce que j'ai souvent la question, se fait du vivant des décédants et se fait aussi au décès. C'est exactement les mêmes règles, sauf pour l'impôt minimum, parce qu'on n'a pas le 7 ans là, pour le récupérer si on veut. La structure juridique. Bon. Les plus fréquents, j'ai travailleur autonome ou copropriété. C'est 2 personnes côte à côte qui se mettent ensemble, puis je vais vous donner un exemple, on achète un tracteur, bien, on a chacun 50% du tracteur comme propriétaire directement du tracteur. Société en non collectif n'est pas tellement loin que la copropriété, mais là, on vient mettre un voile autour des actifs, puis autour des dettes, autour des fournisseurs, etc. Ça veut dire que le tracteur ne m'appartient pas à moi directement, appartient à la société en non collectif. Et moi, je détiens 50% de la société en non collectif. Au niveau de l'impôt, c'est pratiquement pareil, parce que à ce moment-là, au niveau de l'impôt, ça va quand même dans mon rapport d'impôt personnel. Fait que si on est 50-50, on se partage les revenus, les dépenses 50-50. On n'a pas un rapport d'impôt distinct comme une société par action, par exemple. Okay? Fait qu'on, dépendamment les bénéfices imposants, tout ça, c'est une très belle structure qu'on voit souvent en agriculture. La société par action, elle, il y a un voile, même pour son nom, son adresse, c'est une personne morale qu'on appelle. Elle a sa propre identité, son propre rapport d'impôt. L'argent qui est à la société par action, elle appartient à la société par action. Si moi, je veux en profiter, des sous, des profits qu'elle peut faire, mais à ce moment-là, il faut que je la sorte comme un salaire, un dividende, ou un loyer si j'ai des biens que je loue à ma société, etc. Fait que, une société par action, souvent, on va dire, c'est une entreprise, oui, le taux d'impôt est beaucoup plus bas, mais d'un autre côté, c'est de l'impôt reporté aussi. Fait que, pour choisir notre structure, pour choisir le véhicule qu'on veut utiliser là, pour avancer. Souvent, je vais vous donner un exemple concret. Souvent, comme je vous disais, les inventaires ne se roulent pas à l'enfant, mais une participation, oui, dans une société en collectif. Un exemple qu'on pourrait faire, les parents roulent leurs inventaires dans une société en non collectif. En échange, ils reçoivent des participations. Et là, ils peuvent rouler des participations à leurs enfants. Vous voyez, c'est une façon, si on veut, de pouvoir transférer des biens tout en minimisant là, les impôts. Il y a une multitude de façons de faire. On voit aussi, on commence à avoir de plus en plus des coopératives. Fait que ça, c'est quand on est vraiment dans un mouvement coopératif, je vous dirais, mais la mécanique, ça ressemble. Non, c'est pas vrai. Quand on est vraiment dans un mouvement coopératif, on va voir des coopératives là, être mises en place. Fiducie, parce qu'on a le roulement, parce qu'une fiducie, ça permet de pouvoir remettre des biens à des bénéficiaires au coût, si on veut. C'est donc pas à la valeur marchande, donc on peut minimiser les impôts. Parce qu'on a le roulement, on n'a pas tendance à en avoir beaucoup de fiducies. Par contre, je vous dirais, là, quand on commence à être des frères et des sœurs là, à travailler ensemble, puis que la prochaine génération de relève s'en vient, là, la fiducie, on peut comme peut-être la regarder. Dans le sens que si jamais c'est juste ma sœur qui a de la relève pour
prendre la relève, la suite de l'entreprise, bien, moi, je suis obligé de vendre la valeur marchande nécessairement, parce que ce n'est pas mes enfants, je n'ai pas le droit au roulement. Donc, si on voit que, oh, bon, parfait, moi, j'ai assez cumulé pour la suite, je n'ai pas d'enfants, puis j'aimerais ça favoriser ma nièce, mais à ce moment-là, on peut penser à peut-être passer par une fiducie justement pour limiter les impacts à ce niveau-là. C'est dans ces cadres-là là, qu'on peut voir là, certaines fiducies apparaître. OK. Dans le fond, un peu, vous avez vu les étapes que Luc, Marie-Pierre puis Julie vous ont présentées. C'est que dans le fond, moi, je vous en fais un, mettons, concret. Juste shrinker, excusez l'expression. Bon, souvent, quand on voit fréquemment, première intégration, on va voir souvent, ça va être une portion de don. Fait que nécessairement, la relève sort de l'école, pas nécessairement beaucoup d'argent. C'est pas là que ils ont plus décidé que de l'argent pour vous acheter les vendants, les cédants. Souvent, on va y aller avec un pourcentage ou un pourcentage qui va aller fonction justement des règlements des fédérations ou des subventions pour avoir les programmes, pour pouvoir participer au programme. Fait qu'à partir de là, souvent, on va embarquer un pourcentage. Sociétaire collectif, si on transfère, mettons, on fait un roulement de 20 ben, l'enfant reçoit 20 de la valeur. OK? Parce qu'une participation, c'est pas comme des actions ou une société par action qu'on peut geler ou isoler les valeurs. Fait que je vous donne un exemple concret d'une société par action. Souvent, la première étape qu'on va faire, l'entreprise vaut 100 000, par exemple. Mais on va échanger les actions votantes et participantes, les actions ordinaires qu'on appelle. On va les échanger contre des actions privilégiées. 100 000 actions rachetables à une pièce, aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, ça ne bouge pas, la valeur reste à 1 $. Et il n'y a pas d'impôt sur cette étape-là. À ce moment-là, l'entreprise vaut 100 000, mais les parents ont droit au premier 100 000. Fait que l'entreprise vaut 0. Donc, on réémet des nouvelles actions. On dit que l'enfant rentre à 20 %, il va mettre 20 $ sur la table, les parents, mettons 40, puis on repart pour la suite. Puis là, à partir de là, c'est les actions votantes, les actions participantes. Participante veut dire, votante veut dire je prends part aux décisions. Participante veut dire je prends part à la plus-value future de l'entreprise. À partir de là. Souvent, ben c'est ça. La relève, souvent, va arriver avec des subventions. Va donner un kick là, à l'entreprise là, avec autant ses projets, autant son énergie qu'il va apporter à l'entreprise. Tout ça. Je vous dirais, là, dans le fond, là, Luc a fait un beau topo, là, un petit peu la relève, là, prenez votre place, les parents, laissez la place. Tout ça. Moi, souvent, là, c'est une recommandation, moi, que je fais, que j'aime beaucoup, mais c'est de garder là votre conseiller en gestion, votre conseiller en RH, une fois le transfert qui est fait. Dans le sens que votre élève va avoir plein de beaux projets, puis en tant que parent, ben, on ne veut pas étouffer le projet parce qu'ils seront, ça fait partie ils vont vivre du bonheur là, à développer le projet, puis tout ça. Puis, de l'autre côté, ben, la relève, il faut qu'elle rassure les parents que le projet va être rentable, qui veut dire que ça va bien aller, tout ça. Fait que souvent, je vous dirais, la relève travaille, va chercher des devis, va chercher des renseignements, se rassoit avec le conseiller en gestion, par exemple, ou en RH, puis il se fait challenger un peu. On s'assoit avec les parents, puis le projet souvent, va mieux passer. Fait que pour les années de la première phase, de la co-gestion que Marie-Pierre a présentée, là, moi, je vous dirais d'avoir parmi vos meilleurs amis un conseiller en gestion ou un conseiller en RH. La deuxième phase, transfert complet de l'entreprise, souvent. Fait que là, ça va être, on va fixer là, souvent le montant pour la retraite des parents. On veut-tu laisser, au décès des parents, par exemple, on veut-tu laisser un montant pour les non-relèves? On en parle en famille, puis tout ça, puis les parents veulent garder, mettons, peuvent garder 200 000 actions, que ça va être les non-relèves qui vont hériter. La relève est au courant. Puis à ce moment-là, ben, au décès,
on rachète les actions des non-relèves. C'est une façon de donner une part de l'héritage. Ça peut se faire aussi. Puis, on revient toujours à la notion là, d'être équitable là, versus égal. Là, te montrer un bel exemple là, par rapport à ça. Fait que, c'est un modèle de transfert là, qu'on voit fréquemment. Autre sujet, ben là, excusez. Bon, on en a parlé un petit peu. C'est vraiment, dans le fond, là, comme vous avez pu voir, autant les conseillers en gestion que moi, souvent, on dit on va se plier ses pieds, mais c'est normal parce qu'il y a tellement de sujets à penser ou de décisions à prendre qu'il faut en parler dans les différentes étapes en fonction des chiffres, de la valeur marchande, de la capacité de payer, de la fiscalité, on peut-tu le faire, où aller. Fait que souvent, les conseillers en gestion sont quand même habiles en fiscalité. Puis, on va connaître, puis en fiscalité, on connaît aussi un peu l'approche. Fait qu'ils ils ont comme déjà tout préparé un peu le terrain là, pour la fiscalité là, à ce niveau-là. Puis, moi, je continue aussi pour le notaire, parce que la rédaction du testament, la convention, la clause fidélité, ça, c'est les responsabilités du notaire. Ça finit dans les mains du notaire. Fait que nous autres, il y a déjà comme un cheminement de fait, il y a déjà un bon débroussaillage de fait. Quand on est rendu là, à la finalité là, de la rédaction des contrats, ben, on a déjà discuté, on est déjà avancé dans notre processus. C'est la fin de ma présentation. Je vais redonner la parole à Sophie. Oui, merci Benoît. Merci pour les notions de fiscalité et merci aussi à tous les conférenciers. On a eu 3 conseillers en gestion et un fiscaliste qui nous ont présenté les aspects les plus importants là, pour réussir votre transfert de ferme. Comme le transfert, c'est une période là, très mouvementée, autant pour les cédants que la relève. N'hésitez pas là, à aller à vous faire aider, quels que soient vos besoins, puis continuez de vous informer, de vous entourer d'experts pour que le tout se déroule aussi bien que possible. Chaque projet est unique, donc n'hésitez pas à nous contacter au MAPAC ou au Réseau Agriconseil. Nous pourrons vous diriger là, vers de bonnes ressources.